Nous allons passer directement à la première communication qui sera délivrée par Monsieur Commandant, excusez-moi, Farel Folie, chargé de projet à Abétic. Cette communication sera sur le thème sécurité numérique des infrastructures nationales. Je suis Farel Folie, comme il m'a présenté tantôt. Je suis chargé de projet à l'Abétic. Et ce matin, la présentation est bien intitulée Sécurité numérique des infrastructures TIC, mais j'ai juste fait exprès de reconvertir le thème en cybersécurité nationale parce que bien vrai que les deux thèmes, sécurité et cybersécurité, ne sont pas exactement les mêmes choses, mais je vais les utiliser de façon interchangeable durant la présentation parce que je trouve que parler de cybersécurité nationale, c'est beaucoup plus englobant que juste de parler de la sécurité des infrastructures TIC. Et comme le thème d'aujourd'hui s'inscrit dans ce sens, les autres présentations vont se concentrer parfois sur l'entreprise, d'autres fois sur l'individu et après sur les données. Donc je pense qu'on sera tous dans le même canevas jusqu'à la fin de la présentation. Bon, avant de vous donner l'agenda de cette journée, regardez ici, le site du ministère de la Justice a été hacké depuis plusieurs mois aujourd'hui et c'est un peu très grave parce que c'est le ministère de la Justice et ça veut dire que la panne a été identifiée, ils ne savent pas porter plainte et ils n'ont prévu rien pour poursuivre un jour celui qui a fait ça et la technique là-bas est juste là tranquille jusqu'aujourd'hui. Et si le ministère de la Justice aujourd'hui se fait hacker, est-ce que vous pensez que si par mégarde vous vous faites arnaquer sur Internet, le ministère de la Justice est capable de poursuivre celui-là? Ma réponse c'est non. Parce qu'eux-mêmes ils se sont fait arnaquer, mais ils sont incapables de réagir. Et ça pose un problème fondamental. Peut-être il manque de technicité là-bas, ça c'est pas un problème. Mais peut-être ne nous mettons pas suffisamment ensemble pour définir globalement une stratégie, mettre un peu le côté technique ensemble, le côté juridique et légal ensemble, le côté communautaire ensemble et définir en grand avec une approche multi-stakeholder comment on doit s'occuper de la sécurité au Bénin. Ça ne peut en aucun cas être l'apanage d'une seule entité ou le travail d'un seul groupe d'individus. Ça ne peut qu'être transversal, comme le FGI le fait aujourd'hui, en incluant le plus possible beaucoup de parties prenantes. Et pour cela, je vais axer ma présentation sur 2 ou 3 axes principaux. D'abord, je vais parler de l'état de l'art, de la cybercriminalité ou de la cybersécurité en Afrique, un petit focus sur le Bénin. Et puis maintenant, je vais vous présenter le résultat de quelques études de vulnérabilité des sites web qu'on a aujourd'hui qui sont en .bj. Je vais vous montrer que simplement en 1-2 journées de travail, c'est possible d'infiltrer tous les sites béninois hébergés en .bj. OK? Voilà. En Afrique, de façon globale, on peut savoir que le Bénin n'est pas le seul aujourd'hui à manquer de lois ou de tests légaux dans le cadre de la cybercriminalité. C'est un problème général, soit parce que les gens ne sont pas au courant, donc il y a une démarche de sensibilisation à faire dans ce sens. Il y a 5 pays seulement qui ont adopté une loi sur la cybercriminalité depuis 2012. Je crois que le Bénin n'a toujours pas adopté une loi sur la cybercriminalité. Si je me trompe, il y a un représentant de l'Office central de la cybercriminalité qui est là, qui peut nous dire qui peut nous donner des précisions ou qui beaucoup plus nous dire ce que ça structure fait. Donc le monsieur qui vient juste de rentrer. 15 pays seulement ont une loi sur la protection des données à caractère personnel, dont le Bénin, donc c'est déjà une bonne avancée. Et puis des initiatives telles que le CERT, le Computer Emergency Response Team, n'ont pas encore beaucoup d'adhésion, alors que ça devait être le cas, d'avoir au niveau de chaque pays un centre national qui coordonne toutes les activités qui vont dans le centre de la sécurité ou de la cybersécurité en général. Et il manque beaucoup de documentation statistique. Quand les gens sont attaqués, les mesures qu'ils ont prises pour se prévenir à l'avenir contre ces attaques, les gens ne documentent pas les types d'attaques
les méthodes adoptées, ce qu'ils ont fait et le reste. Je pense qu'on doit aller vers ce sens-là, avoir un observatoire, avoir une entité qui, de façon régulière, fasse des statistiques, parce que la plupart du temps, quand vous voulez faire un document pareil, ou quand vous voulez faire des travaux, trouver les informations au Bénin, c'est un peu très difficile, parce qu'on n'a pas un système d'archivage national, on n'a pas un système qui nous permet de faire fonctionner tout de façon automatique en synchronisant les différentes données. Et il faut savoir que les pertes financières en Afrique sont estimées à 600 milliards de dollars par exemple. Si on doit diviser par 57 pays, vous allez voir qu'au moins dans chaque pays, on perd en moyenne 1 à 2 milliards, ou sinon pas 10 milliards de francs à cause de la cybercriminalité. Ici, je présente rapidement un état de l'art. C'est vrai que c'est un peu ancien, c'est de 2012, mais ce que je veux ressortir ici, c'est quoi? C'est que plus un pays a un taux de pénétration Internet élevé, plus ce pays est exposé aux attaques de cybercriminalité. Et vous pouvez même voir que l'Afrique du Sud a le plus grand nombre d'infections. Ok, mais c'est qu'eux, ils ont aussi des mécanismes en place pour combattre ce système-là de façon appropriée. C'est bien, le Bénin n'est nulle part là. Ok, on aurait aimé qu'il soit à gauche et pas du tout à droite. Et malheureusement, vous pouvez voir à travers cette présentation que si on veut que le taux Internet au Bénin augmente, aujourd'hui c'est plus ou moins à 20%, si on veut que ça augmente, on doit aussi s'attendre à ce que les menaces augmentent dans la même proportion, si pas plus. Ça veut dire que dès lors, à une étape très précoce, nous devons déjà penser à la sécurité qu'il faut mettre en place pour pouvoir protéger l'État contre ces genres de menaces. Voilà, ça c'est top 10 des liens les plus malicieux au Bénin. Je ne vous conseille pas d'aller taper ça dans Google pour les télécharger. Mais si vous voulez faire des antivirus, si vous voulez mettre à jour vos bases de données et tout ça, considérez ces différents virus-là. J'ai fait exprès de ne pas activer l'hyperlien pour que vous ne soyez pas amené à cliquer. Sinon, c'est des virus déjà directement actifs et juste à titre informatif. Voilà. Au Bénin, si je dois parler de l'état des lieux, je vais juste assez sur 4 éléments fondamentaux, c'est-à-dire le cadre réglementaire, les structures organisationnelles, les infrastructures TIC, et puis maintenant les services et les applications. Globalement, ces 4 aspects-là englobent 4 grands domaines de la cybercriminalité si j'enlève les individus et les parties prenantes dedans. Donc, au Bénin, aujourd'hui, on n'a qu'une seule loi, à proprement dit, qui parle ou qui entre dans le cadre de la cybercriminalité. C'est notamment la loi de la protection des données à caractère personnel. Je disais tantôt qu'on n'a pas de loi sur la cybercriminalité. Monsieur peut nous confirmer tantôt si c'est le cas ou pas. Sinon, à quelle étape ça en est et quelles sont les modalités qui vont permettre aux différentes parties prenantes d'y prendre part à l'élaboration d'un tel document. Donc, on a besoin de quoi encore? Il y a la nécessité d'adoption de beaucoup de tests complémentaires, tels qu'une loi portant sur la cybercriminalité en République du Bénin et les tests relatifs aux transactions électroniques, la cryptologie, les tests d'application qui vont suivre. Il faut savoir que IBénin, l'année dernière, a mené une étude qui a abouti à une stratégie nationale au Bénin et qui a recommandé pas mal de choses. Et ce serait bien, même si ce document peut ne plus être d'actualité aujourd'hui, de repartir à partir de ce document, de le relire et de voir tout ce qu'on pourrait ajouter pour aboutir à une stratégie actuelle et chercher les voies et moyens pour la mettre en œuvre le plus tôt possible. Il y a, en termes de structure organisationnelle, il y a la CNIL qui en fait joue ou dont le rôle est d'implémenter la loi sur la protection des données à caractère personnel. Le CNIL, c'est le Centre national de l'Internet et des libertés, la l'ACEP et l'Office central de la cybercriminalité, dont vous allez recevoir une présentation tout à l'heure sur les mécanismes qu'ils ont mis en place, les différentes coopérations qu'ils ont avec les autres pays et les méthodes qu'ils utilisent pour pouvoir protéger le Bénin contre les cybercrimes. Mais il reste quand même la nécessité d'adoption d'un centre, un centre à proprement dit au niveau pas seulement technique, mais multi-coopératif, qui doit détecter, prévenir et gérer les incidents au niveau national. Et ce centre doit élaborer des normes et procédures connues de tout le monde, et pas seulement du secteur public, mais aussi du secteur privé, de la communauté civile, des étudiants et tout ça. Parce que tout le monde est impliqué à divers niveaux sur les différents aspects de la cybercriminalité.
De même, je rappelle toujours que eBénin a réalisé dans ce sens des études qui ont abouti à la proposition d'un cadre général d'interopérabilité, de l'architecture d'entreprise qu'on pourrait utiliser au Bénin, et puis des normes et standards qui sont valables dans la mise en place d'un data center. Ce qui est bien, c'est que même si ces genres de documents aujourd'hui ne sont pas aboutis complètement, comme certains pourraient le dire, c'est que si nous tous nous utilisons un référentiel commun, c'est plus facile d'être interopérable, c'est plus facile de détecter les failles, c'est plus facile de mettre en place des normes et procédures qui vont permettre à tout le monde de détecter facilement. S'il y a des failles, on met à jour le référentiel et ce référentiel étant mis à jour, ça permet à toutes les autres parties prenantes d'être aussi à jour au niveau de la faille. Mais si chacun est cloisonné dans son coin à utiliser son propre système, il sera presque impossible d'avoir une politique nationale de gestion de la sécurité qui sera compatible avec chacune des technicités de chaque entité. Dernier truc ici à ce niveau, c'est les infrastructures. Donc là, j'ai parlé de la structure, des structures organisationnelles, parlé juste au début du cadre réglementaire. Au niveau des infrastructures, j'en ai dénombré en termes critiques 4 ou 5. Il y a un data center au ministère des Finances, il y a les câbles d'atterrissage ESA3, il y a le point d'échange Internet IXP ou Bénit ici à Bénin Télécom, et puis il y a le groupe BJ. Bon, mais s'il y en a d'autres, vous pouvez juste me le dire pour que je mette à jour ma présentation. Mais je pense que c'est les critiques. À part ça, chaque entreprise a son système d'information, mais ce n'est pas d'un niveau aussi élevé à la taille critique dont on parle ici. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que, de façon globale, la sécurité de chacune de ces entités-là, de chacune de ces infrastructures, est faite séparément, sans tenir compte d'une possible collaboration. Alors que tous ces infrastructures-là interagissent entre elles. Et donc, si quelqu'un identifie une faille à son niveau, non seulement il est vulnérable, mais toutes les autres parties prenantes qui sont connectées à elle sont aussi vulnérables. Donc, on ne peut pas restreindre l'utilisation ou la mise en œuvre des politiques de cybercriminalité à un seul endroit ou la sécurisation des infrastructures critiques à un seul endroit. Chaque entité doit être au courant des vulnérabilités des autres parties et trouver les voies et moyens pour coordonner des actions devant amener à se prémunir contre ces dangers-là. Il faut voir juste ici, ça c'est les capacités du cadre ACE, ici les serveurs du ministère des Finances avec les sécurités. Un niveau de sécurité c'est tier 2 pour le data center et avec des backups délocalisés, bien sûr, qu'ils font sur TIP et puis HDD. Et puis quand même, ils ont la gestion des certificats, même s'ils le font avec des prestataires externes. Au niveau groupe BJ, je reviendrai, il y a quelques serveurs qui sont hébergés là-bas, mais au niveau sécuritaire, on a encore pas mal de soucis. Mais tant que nous tous, nous n'hébergeons pas nos données là-bas, on ne peut jamais savoir les menaces auxquelles on pourrait être exposé. Donc d'abord, hébergeons là-bas. Ensuite, mettons-nous ensemble pour trouver comment on va sécuriser cette base de données. Et au fur et à mesure, nous allons grandir ensemble. Et pour finir, au niveau des services et applications, j'ai procédé à une petite étude de vulnérabilité. Ce qui m'a intéressé, c'est de prendre une cinquantaine ou une trentaine de sites hébergés en .bj et avec le nom de domaine .bj, hébergés aussi bien au Bénin qu'à l'extérieur. Et j'ai étudié la vulnérabilité de chacun de ces sites-là pour savoir quels sont les sites les plus vulnérables, quels sont les sites que je peux hacker très facilement ou quels sont les sites dont les services additionnels ne permettent pas de les sécuriser facilement et aussi facilement. Au départ, je vous avais déjà montré le site du ministère de la Justice qui est hacké. Vous allez en voir d'autres. Au total, au Bénin, sur les 36 domaines que j'ai choisis, il y a 16 sites qui sont hébergés au Bénin et 20 sites qui sont hébergés à l'extérieur. Failles critiques, 68% des sites hébergés au Bénin possèdent des failles critiques, c'est-à-dire une vulnérabilité vraiment très élevée. Okay? Et 50% des sites hébergés à l'extérieur ont une vulnérabilité critique. Remarquez que 100% de tous les sites ont au moins une vulnérabilité. Au moins une vulnérabilité. Ce qu'il faut préciser ici, c'est qu'on voit qu'il n'y a pas une vulnérabilité supplémentaire qu'on héberge au Bénin ou à l'extérieur. Vous pouvez héberger ici, vous pouvez héberger ailleurs, vous êtes toujours vulnérable, vous n'êtes pas plus sécurisé. La sécurité vient de ce que vous-même vous mettez comme en place, comme mécanisme supplémentaire. C'est clair que si vous hébergez votre site, par exemple, en Suisse, aux États-Unis,
on n'attaquera jamais ce serveur pour effacer vos données qui sont hébergées, ça c'est sûr. Mais votre site et les applications supplémentaires que vous avez ajoutées sur ça rend vulnérable le serveur. Parce que la plupart du temps, vous créez une application mais sans aucune idée de sécurité en œuvre et les hébergeurs ne vous proposent pas, par défaut, une façon de sécuriser ces nouveaux services et applications que vous avez mises. Donc au départ, ils vous proposent un pack qui est complètement sécurisé, c'est vrai. Mais quand vous voulez mettre une application dessus, ben, cette application n'était pas prévue à la base par le fournisseur et donc les mesures de sécurité ne sont pas prévues. C'est à vous de mettre à jour ou d'activer tout ce qu'il faut comme information et protection supplémentaire au niveau de vos sites. Et donc, les résultats de l'étude ont montré quoi? Que presque tous les sites n'ont pas d'entête X-Frame renseigné au niveau de leur header HTML et au niveau de leurs envois HTML, HTTP, et vous allez voir que ça a des impacts sur la détection au niveau des différents chemins. On peut voir facilement à l'intérieur de votre site web, on peut envoyer des commandes qui vont désactiver ou produire un comportement inattendu de votre site web. Et aussi au niveau du web browser, c'est inimaginable. Tous les sites analysés, aucun d'eux n'a activé la protection XSS. Alors que ce n'est pas aussi compliqué de faire cette activation-là. Et tant que vous ne le faites pas, vous êtes vraiment vulnérable. Vous pouvez donc voir, il y a 18 vulnérabilités au total. Pour chaque vulnérabilité, quel est le pourcentage de ces sites-là qui sont affectés par la vulnérabilité en question. Pour rendre ça un peu plus visible, j'ai préparé un deuxième graphe où vous avez la plupart des sites ici et leur niveau de vulnérabilité. Ici, c'est surprenant. Il y a deux sites qui apparaissent en tête de liste et qui sont les plus vulnérables aujourd'hui. C'est le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et l'Office de la radiodiffusion, l'ORTD. C'est grave pour ce qu'ils ont comme rôle à jouer dans ce système et pour les capacités techniques qui sont supposées être là-bas. Si aujourd'hui il y a telle vulnérabilité, c'est que la technique a été laissée quelque part à un niveau où personne ne s'en rend compte. Regardez au niveau des vulnérabilités ici, vraiment c'est beaucoup. Ça c'est vulnérabilité critique au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur. Tous les sites possèdent une vulnérabilité. Maintenant, il n'y a pas toujours à avoir peur quand il y a une vulnérabilité, parce que les vulnérabilités, il y en aura toujours. Ce qu'il faut, c'est les mécanismes que vous mettez en place pour déjà être prêt à combattre la vulnérabilité. Parce que la faille zéro n'existe pas. Même 100% de sécurité aussi n'existe pas. Donc, à un moment donné, vous devez être conscient d'une vulnérabilité, mesurer le risque que quelqu'un exploite cette vulnérabilité et à partir de là, juger des moyens que vous allez mettre en œuvre pour pouvoir vous prémunir des conséquences de cette vulnérabilité-là. Donc, ce n'est pas toujours un problème d'avoir une vulnérabilité. On en aura toujours. Mais c'est ce qu'on fait après qui est le plus important. Donc, pour aller un peu plus loin, j'ai pris un site .bj. Normalement, de façon éthique, je ne devais pas présenter les liens avec les détails et tout ça. Mais comme ici, on est au forum, j'ai quand même voulu que ça ne soit pas comme des mensonges pour vous, mais que vous touchiez un peu de près comment les sites ont des vulnérabilités. Toutefois, j'ai tenu à cacher les chemins vers certains trucs critiques pour que, dès que vous sortez ici, que vous ne reprenez pas tout de suite la même chose et que je sois tenu responsable de ça. Donc, le site du gouvernement, vous pouvez voir ici que dans l'entête HTTP, quand vous êtes en train de... On scanne avec... on a utilisé une distribution Linux Kali qui dispose de beaucoup d'analyseurs. On se rend compte ici que il y a des adresses IP privées. Ça veut dire quoi? Normalement, quand vous avez une connexion Internet et que le fournisseur vous donne une adresse IP publique, tout ce qui se passe derrière n'est plus visible de l'extérieur en termes d'adressage. Donc, si à un moment donné, quelqu'un de l'extérieur est capable de voir une adresse IP privée dans le réseau, il est donc capable d'avoir votre architecture du réseau sans jamais y être entré. Alors, la seconde étape, c'est d'attaquer cette adresse IP-là, qu'il connaît déjà. Ou il peut se faire passer comme quelqu'un ayant cette adresse IP. Dans ce cas, tous les ordinateurs qui sont à l'intérieur du réseau pensent que c'est quelqu'un du réseau qui leur envoie un message. Et l'attitude à adopter face à quelqu'un du réseau qui envoie un message est bel et bien différente de l'attitude à adopter de notre équipement. Donc la DGCEP aussi pareil, une attaque de type ingestion SQL. Et puis là-dessus, CEP,
Ici, on a carrément réussi à entrer dans le site complètement, à changer le mot de passe de l'administration. On ne l'a pas fait, sinon parce que c'est illégal, mais on a montré que c'était faisable. Hein. Et puis, on est rentré et je vous montre une page où on est capable de modifier toutes les pages du site web. C'est dangereux. Voilà. Quelle stratégie à apporter? Je vous ai parlé en début de séance des études de cybercriminalité conduites par IBNet. Le but aujourd'hui, c'est de voir dans quelle mesure relire ce document-là, ajouter d'autres inputs, l'actualiser et voir dans quelle mesure aujourd'hui avoir au Bénin un computer emergency response. Il y a 2 piliers qui ont été identifiés, la sécurité des infrastructures et la confiance numérique avec 5 axes stratégiques. Je vous invite à lire le document si vous en avez besoin. Et le rôle ici, c'est qu'on a déjà choisi que ça sera un 6-7 à vocation nationale et qui va évoluer dans un premier temps avec un pouvoir partagé entre les différentes parties prenantes. Et les services, au bout des 12 premiers mois, seront les services réactifs, proactifs et la gestion de la sécurité. Le tout couronné d'un modèle financier qui permettra à l'entité de vivre aussi longtemps que possible pour assurer la sécurité. Ça ne doit pas être un organisme avec profit, ça doit être à but non lucratif, mais dont le but est de sécuriser les infrastructures. Voilà, j'ai fini ma présentation et je vais vous dire que, quelles que soient les ressources que vous mettrez en place, vous serez toujours vulnérable et n'importe qui, avec tous les moyens et tout le temps qu'on lui donne, est capable de pénétrer votre système d'information. Il n'y a pas de zéro sécurité et 100% de sécurité. Vous en avez toujours. Ok, je vous remercie pour la présentation. On peut retenir globalement de sa communication que nous ne parlons toujours pas assez entre nos Bénin. Et que cela nous met plus en danger que si nous prenions l'habitude de nous asseoir tous autour d'une table et de nous parler droit dans le mur. On peut aussi retenir qu'il y a un certain nombre de travaux qui ont déjà été faits, qui peuvent servir de sorte à une réflexion utile sur la sécurisation des infrastructures de la nation.